Bien, tout d'abord, merci d'être venus. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour ce Café des Sciences, qui est un Café des Sciences un peu particulier parce qu'il a été co-organisé avec les élèves de Développons, les élèves du pôle égalité de Développons. Voilà. Le thème aujourd'hui, c'est le management à l'épreuve de l'égalité professionnelle. Voilà. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Pugère, professeur au CNAM, titulaire de la chaire Genre, Mixité, Égalité de l'école à l'entreprise et conseillère spéciale auprès de l'administrateur général du CNAM en charge de l'égalité. Frédéric, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je me permets de vous présenter très brièvement. Après un diplôme de l'ESCP, vous avez enchaîné avec une thèse sur la formation différentielle des sexes dans les grandes écoles. Vous êtes agrégé et docteur habilité en sciences de gestion. Vous avez une expérience en entreprise en gestion des ressources humaines. Vous avez été professeur des universités durant de nombreuses années. Et l'ensemble de vos travaux de recherche portent sur les inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Merci d'être là. Merci Elisabeth, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence nombreuse ici. Alors j'ai préparé un petit diaporama, je vais voir comment je passe tout ou pas, toutes les diapos ou pas. Alors d'abord pour commencer, pour introduire un petit peu le sujet, il faut rappeler que l'égalité professionnelle, on en entend beaucoup parler, hein, c'est un sujet d'actualité. Ça a été déclaré grande cause nationale par le président de la République à son arrivée à l'Élysée. On a aujourd'hui la chance d'avoir une bonne connaissance de ces sujets parce qu'on dispose notamment de statistiques sexuées dans les entreprises et depuis longtemps, et aussi de nombreux travaux de recherche, d'études dans tous les domaines, hein, en sociologie, en histoire, en droit, en économie, en anthropologie, et même en sciences dures, hein, en biologie par exemple, ou en sciences de la vie. Donc des études depuis plusieurs décennies, et le fait aussi que cette question concerne absolument toutes les organisations de travail, les entreprises bien sûr, les collectivités, les ministères, les hôpitaux, les universités, absolument toutes les organisations. Alors, j'interviendrai sur les points suivants. D'abord, rappeler qu'est-ce que c'est que l'égalité professionnelle. De quoi parle-t-on si on parle d'inégalité? Essayer d'avoir un panorama un petit peu précis de ce qu'on rencontre dans le monde du travail. Comment on peut expliquer ces inégalités? Et puis, le rôle du management, parce que c'est quand même ça aussi qui nous intéresse. Qu'est-ce que le management vient faire là-dedans? On pourrait dire les choses de cette façon. Alors d'abord, l'égalité professionnelle, hein, qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est que il y en a un qui, en général, est mieux traité que l'autre. Voilà. Alors, on peut donner une définition académique, on va dire, hein, du sujet. Donc, c'est un ensemble de normes juridiques et conventionnelles. Ça veut dire qu'il y a des lois. Hein, j'y reviendrai peut-être rapidement. Conventionnelles, ça veut dire qu'il y a aussi des éléments dans les conventions collectives, donc des choses qui sont négociées avec les partenaires sociaux. Donc, des politiques, des actions qui visent à instaurer une plus grande égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle. Alors, notamment, ces lois, elles existent depuis, en gros, les années 70. Donc, ça fait quand même un certain temps, voire un temps certain. Et on en parle encore hein, aujourd'hui d'égalité. Et on a encore des lois récentes. Par exemple, la dernière en date sur l'égalité salariale avec la création de l'index de l'égalité salariale qui a été votée en 2018 et qui se met en place pour le dernier groupe des entreprises de plus de 50 salariés, là au 1er mars 2020, donc des choses extrêmement récentes. Alors, cette législation, sans aller trop dans le détail, elle accorde un rôle majeur à la négociation collective, donc à la négociation entre partenaires sociaux, avec pendant longtemps l'idée que ça servait pas à grand-chose, puisque vous savez sans doute que
on n'a pas beaucoup de représentation syndicale dans les entreprises en France et que souvent, faute de partenaires, on ne négocie pas. La loi a évolué en disant que même si on n'avait pas de partenaires sociaux pour négocier, on devait faire un plan d'égalité. La direction de l'entreprise devait faire un plan d'égalité et corriger les inégalités. Donc ces lois constituent des principes, des règles générales à appliquer, et puis aussi des mesures concrètes à mettre en œuvre sur le terrain. Et ça, c'est pas forcément le plus facile. On peut avoir des accords négociés entre partenaires sociaux. Les grandes entreprises le font depuis de nombreuses années. Ensuite, il faut que les acteurs sur le terrain, les managers notamment, s'approprient ces mesures et les mettent en œuvre. Et les travaux dont on dispose, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même quelques-uns, montrent que cet enjeu de l'appropriation des mesures négociées est un réel sujet dans les entreprises. Alors, on pourrait dire, mais à quoi ça sert, toutes ces lois, etc. L'égalité, elle est déjà là, hein, on le sait. Nous, si je me mets à votre place, vous allez dire, mais nous, depuis qu'on est petit, on travaille, on est dans des environnements mixtes, à l'école, maternelle, primaire, secondaire, collège, etc. On a toujours été élevés de la même manière. Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Donc, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi parler de tout ça? Eh bien, hélas, parce que les inégalités sont toujours là, hein, malgré plus de 40 années de dispositifs législatifs, etc. Alors rapidement, parce que je ne veux pas vous abreuver de chiffres, si on regarde les taux d'activité entre les hommes et les femmes en 2017, on s'aperçoit par tranche d'âge que dans toutes les tranches d'âge, les femmes sont moins actives que les hommes, mais la tendance, c'est que, si on comparait avec les périodes précédentes, c'est que les taux d'activité des femmes se rapprochent de ceux des hommes, lentement mais sûrement. Et une donnée qui est très intéressante, c'est la variation selon le nombre d'enfants. Pour la catégorie la plus fortement concernée par le fait d'avoir des enfants, donc la catégorie des 25-49 ans, on voit que lorsqu'il n'y a pas d'enfants, les taux sont équivalents. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, à un peu plus de 2%. Et ensuite, les statistiques font toujours mention de l'âge de l'enfant, hein, un enfant de moins de 3 ans. Donc ça diminue l'activité des femmes. Régulièrement, ensuite, 2 enfants, 3 enfants, de 80,7% jusqu'à 43,6%. En revanche, pour les hommes, ça monte. Hein, dès qu'il y a un enfant de moins de 3 ans, l'activité des hommes monte et de façon quand même sensible, hein, entre 89,6 sans enfants et 96,4 avec un enfant. Et ensuite, c'est stable, c'est-à-dire que les enfants n'ont aucun effet sur l'activité des hommes, hein, si ce n'est que de les mettre au travail, si on peut dire, hein, puisqu'avant, ils travaillaient un peu moins. Mais en tout cas, on voit là un écart majeur, hein, entre les hommes et les femmes. Alors si on regarde ensuite les catégories d'emploi, les hommes et les femmes ne travaillent donc pas exactement pareil, ils n'occupent pas non plus tout à fait les mêmes emplois. Les hommes sont plus ouvriers, non qualifiés ou qualifiés, hein, les écarts sont importants, et les femmes sont plus employées également, qualifiées ou non qualifiées. Hein, il y a beaucoup plus il y a des grandes différences, hein, dans le type d'emploi. Alors là, on est dans des grandes catégories d'emploi. Hein. Les professions intermédiaires, c'est plus favorable aux femmes. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est les professions intermédiaires? Toutes les professions paramédicales, les infirmières, les kinésithérapeutes, les enseignants du second degré, etc. Alors, évidemment, ça se corse un peu au niveau des cadres, hein, puisque il y a toujours plus d'hommes cadres que de femmes. Alors les études parlent de double ségrégation. Là, on a parlé des catégories socio-professionnelles. Quand on regarde le contenu des emplois, on voit que ce ne sont pas les mêmes. D'abord, une ségrégation horizontale qui traduit le fait que la répartition des hommes et des femmes entre les métiers n'est pas équivalente. Hein. Alors, l'INSEE notamment
parle de métiers mixtes pour dire, représenter donc un métier est dit mixte lorsqu'il occupe entre 40 et 60% de chaque sexe en fait. Hein. Et donc on voit que les femmes sont plus souvent dans des métiers mixtes entre guillemets que les hommes. Hein. Seulement 25% d'entre eux sont dans des métiers dits mixtes. Ça veut dire qu'ils sont plus souvent dans des métiers à dominance, on dit des métiers à dominance masculine. Et les femmes sont quand même, alors pardon, bon c'est pas grave, la moitié. Alors ça c'est important aussi, la forte concentration des femmes. L'INSEE identifie 87 familles professionnelles, hein, donc qui regroupent des métiers quand même. 87 c'est déjà un nombre important de familles. La moitié des femmes en emploi sont concentrées dans 10 familles sur 87. Hein. Ça veut dire un tout petit nombre finalement d'emplois. Alors, si je vous donne la liste hein, de ces familles, vous ne serez pas étonnés. Aide à domicile, aide ménagère, assistante maternelle, agent d'entretien, aide-soignante, infirmière, sage-femme, secrétaire, vendeuse, employée administrative de la fonction publique, enseignant, employé de comptabilité, employé administratif d'entreprise et employé de maison. Voilà les 10 catégories qui regroupent plus de la moitié des femmes salariées. Hein. Les ingénieurs de l'informatique, il y a seulement 20% de femmes. Alors ça, c'était la ségrégation horizontale. La ségrégation verticale, c'est celle qui renvoie à la difficulté des femmes à gravir les échelons de la hiérarchie et d'arriver en haut des positions de pouvoir. Alors, le Bureau international du travail parle de plafond de verre, hein, c'est-à-dire une barrière invisible qui empêche les femmes d'accéder aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie et notamment au niveau de direction et finalement aux positions de pouvoir. Les Canadiens parlent de plancher collant, hein, sticky floor, pour montrer la difficulté des femmes à s'extraire finalement de la base. Donc ces métaphores caractérisent la même rareté des femmes hein, au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie. Et il faut savoir, contrairement aux idées reçues, que ça touche absolument toutes les organisations. J'en parlais au départ en introduction, y compris la fonction publique. Hein. Si vous regardez la catégorie A+ de la fonction publique, les grands corps de l'État, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes hein, dans la plupart des ministères. C'est vrai dans les hôpitaux, les professeurs d'université, praticiens hospitaliers par exemple, c'est 19% de femmes, alors qu'il y a 62% de femmes qui sont médecins aujourd'hui et praticiens hospitaliers, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples à l'envi. Un exemple avec les dirigeants. Hein, alors, je reviendrai sur la loi Copé-Zimmermann de 2011. Elle concerne les grandes entreprises cotées, les entreprises du CAC 40. Vous avez peut-être suivi l'actualité. Combien y a-t-il de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40 en France ? 0, il y en avait une et elle vient d'être remerciée. C'était Isabelle Cocher chez Engie. Donc il y en a plus du tout. Voilà. Juste une étude qui vient d'être publiée par le CEREC. Le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche de l'emploi et des qualifications, qui a travaillé sur l'insertion, enfin plutôt sur les carrières des jeunes de ce qu'ils appellent la génération 2000, la génération 2010, qui a été donc enquêtée en 2017. Et donc, l'enquête montre que les taux d'activité sont voisins, notamment chez les diplômés, et montre aussi le développement des couples à double carrière, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, on voit des situations où les hommes et les femmes finalement partagent les mêmes activités professionnelles, hein, et finalement, notamment au niveau des cadres, ce qui pose un certain nombre de problèmes aux entreprises aussi. On y reviendra plus tard. Alors, les résultats de cette enquête génération. Donc ça, c'est une méthode qu'utilise très régulièrement le CEREC. Donc, ils prennent des cohortes de diplômés. Donc là, en l'occurrence, diplômés en 2010, et ils regardent qu'est-ce qu'ils sont devenus
en 2017. Et donc c'est intéressant de montrer que, quel que soit le diplôme, les hommes accèdent plus facilement à une fonction d'encadrement. 1,75 fois plus de chances que les femmes, c'est quand même pas négligeable, au bout de 7 ans d'activité professionnelle. 55% des femmes cadres et 55% des hommes cadres et 48% des femmes cadres encadrent une équipe. Vous savez qu'on peut obtenir le statut de cadre en France sans forcément avoir une fonction hiérarchique, sans forcément encadrer l'équipe. Donc on voit que les hommes encadrent un peu plus que les femmes. Et lorsqu'il s'agit d'équipes relativement importantes, de plus de 10 personnes, on a 30% des hommes et 24% des femmes. Donc déjà aussi un écart non négligeable. Alors les femmes, on retrouve un peu ce qu'on a dit sur la ségrégation horizontale aussi, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus souvent dans le secteur public, dans la fonction publique hospitalière, dans les professions scientifiques, chercheurs, etc. Les hommes occupent plus des 2/3 des postes d'ingénieurs et cadres techniques dans les entreprises privées. Donc là aussi une répartition différente des types de métiers. L'enquête note une plus grande insatisfaction chez les femmes en termes de salaire et en termes de charge de travail, où elles considèrent que le travail empiète trop dans leur vie en général. Et à conditions d'emploi identiques, les femmes cadres hiérarchiques touchent en moyenne 9% de moins que les hommes. Donc en termes de salaire, effectivement, il y a une différence. Et ça, dans les premières années de la carrière. Alors, je parlais tout à l'heure de la loi Copé-Zimmermann, qui est une loi qui a été votée en 2011, qui impose aux entreprises cotées d'avoir un minimum de 40% de femmes parmi leur conseil d'administration. Alors, ce graphique est plus large que le CAC 40, puisque c'est les sociétés du SBF 120, la société de bourse française, donc les 120 premières capitalisations boursières. Et donc on voit comment la loi a permis de faire évoluer la part des femmes dans les conseils d'administration entre septembre 2013, 26,2%, et mars 2018, 42,6%, qui était donc, la loi en fait faisait obligation aux entreprises d'arriver à 40% en 2017. Donc les entreprises ont joué le jeu, elles sont obligées de le faire, elles l'ont fait. Et là où elles ne sont pas obligées d'agir, c'est-à-dire au vrai niveau de pouvoir, bien sûr, les comités exécutifs et les comités de direction, on s'aperçoit que certes il y a une progression, mais elle est quand même beaucoup moins forte, puisqu'on passe de 12% en septembre 2013 à 15,3% en mars 2018, donc une progression extrêmement lente, et on peut considérer que ce qui s'est passé au niveau des conseils d'administration n'a pas diffusé au niveau des comités exécutifs et comités de direction. Alors, les inégalités salariales, c'est un peu finalement la traduction concrète de tout ce qu'on a évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est que cette date du 5 novembre, on a mis 2019, mais en fait on aurait pu mettre juste 5 novembre à 15h35. Voilà, c'est ça. C'est l'heure à partir de laquelle en fait les femmes travaillent gratuitement. C'est une manière de traduire les inégalités salariales. C'est-à-dire finalement entre le 6 novembre d'une année jusqu'au 31 décembre de la même année, eh bien le travail réalisé par les femmes est du travail gratuit. Il n'est pas rémunéré par les entreprises. Donc c'est la manifestation de cette double ségrégation dont on a parlé, et du fait aussi que les femmes sont plus souvent, on va en parler maintenant, aussi à temps partiel. Alors, les femmes gagnent X% de moins que les hommes, tout confondu, c'est-à-dire quand on prend l'ensemble des salaires des hommes et qu'on les compare à l'ensemble des salaires des femmes, sans aucune distinction. L'écart, il est de un peu plus d'un quart, justement. Donc c'est le fameux, il y a des articles qui ont été intitulés « Le quart en moins ». En gros, c'est ça. Alors après, si on enlève le temps de travail, c'est-à-dire l'effet temps partiel, qu'on évalue à peu près à 9,4%, on a
un écart de 16,3% en équivalent temps plein. Alors le temps partiel, effectivement, il est réalisé à 80% par les femmes. 30% des femmes salariées travaillent à temps partiel. Donc c'est quand même non négligeable et ça explique aussi bien sûr les écarts de salaire. Il reste quand même 16% en équivalent temps plein. Alors ça, les économistes travaillent avec un fameux toutes choses égales par ailleurs, et notamment essayent de neutraliser ce qu'on appelle l'effet structure des emplois. Le fait que, on a dit, les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes métiers, ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, n'ont pas forcément les mêmes diplômes, les mêmes niveaux. On a vu qu'au niveau des cadres, c'était pas pareil, etc. Donc tout ça, évidemment, joue dans les salaires. Et donc quand on neutralise tout ça pour comparer ce qui peut l'être, on arrive à un 9% à poste identique, qui est d'ailleurs le chiffre qu'a repris la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pour justifier la nécessité de cette loi sur l'index de l'égalité salariale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi la différence inexpliquée, qui ne s'explique pas pour des raisons d'écart de diplôme, de poste, etc., etc. Donc on peut attribuer à de la discrimination. Alors, j'en profite pour dire que la loi prévoit des pénalités si les entreprises ne parviennent pas à respecter le score de 75 points sur 100 demandé dans l'index, il y aura des pénalités. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces inégalités? Comment peut-on les expliquer? Alors évidemment, il y a beaucoup de causes et différents niveaux qui sont concernés. Ça commence dans la famille, à l'école, c'est-à-dire tout ce qui concerne la socialisation primaire. Primaire, c'est parce que c'est ce qui vient en premier, donc c'est notamment au sein de la famille et à la crèche et dans l'école maternelle et à l'école. Et secondaire, c'est après ce qui se poursuit au cours de notre vie et même au niveau professionnel. Je ne détaille pas. Il y a aussi le fait qu'il y a des préjugés qui sont repris, qui sont peut-être renforcés par la société dans son ensemble, la publicité, les médias, le marketing, la recherche de profit. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas des vélos roses et des vélos bleus. Il y avait des vélos rouges, des vélos verts, des vélos jaunes. Aujourd'hui, il y a des vélos roses et des vélos bleus. D'abord parce que c'est mieux comme ça. Quand vous achetez un vélo rose pour votre fille, vous êtes sûr que votre garçon il voudra pas monter dessus, donc vous achèterez après un vélo bleu. Donc vous achèterez un deuxième vélo. Et surtout, c'est plus simple de fabriquer des vélos de 2 couleurs que de fabriquer des vélos de plusieurs couleurs. Donc quand on recherche du profit, on va au plus simple et on va dans la caricature du bleu et du rose. Alors tout ça, ça peut aussi être alimenté ou alimenté par le sexisme. Alors qu'est-ce que c'est que le sexisme? Le sexisme, c'est une idéologie qui repose sur l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et qui prend des formes très diverses, des manifestations diverses. Alors ça commence par les stéréotypes, des blondes qui n'y connaissent rien, qui sont bêtes, des blagues, des remarques, et puis ça peut aller malheureusement à des manifestations beaucoup plus graves, le harcèlement, les violences, les féminicides. Et le sexisme, c'est le principal obstacle à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette idéologie de l'infériorité des femmes. Alors, au travail, comment ça se marque, ce sexisme? Il faut savoir que depuis 2015, la loi a fait entrer dans le Code du travail la notion d'agissement sexiste au travail. C'est donc alors, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faudrait le définir. Donc, un agissement lié au sexe d'une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Des sanctions, évidemment pour l'auteur des faits. Alors, c'est pas passible
du tribunal, c'est pas un crime ou un délit, mais c'est une faute professionnelle, et donc ça peut aller jusqu'au licenciement. Hein. Et puis l'employeur aussi est obligé d'en tenir compte, parce que l'employeur a obligation de promouvoir et d'assurer un environnement qui soit de qualité, qui soit sécurisant pour l'ensemble de ses salariés. Il peut être aussi condamné à devoir payer des dommages-intérêts pour des préjudices moraux, etc. Donc tout le monde est concerné. Hein, et d'ailleurs, les grandes entreprises, certaines se sont mises ensemble. Une trentaine de grandes entreprises ont créé donc un site #stop pour le sexisme. Donc rapidement, afficher et appliquer le principe de tolérance zéro, informer pour faire prendre conscience des comportements qui n'ont pas lieu d'être, des actes, des propos, des attitudes, former le personnel en général contre le sexisme ordinaire, diffuser des outils pédagogiques, inciter l'ensemble des salariés à contribuer, à prévenir, etc. C'est-à-dire finalement c'est l'affaire de tout le monde. Hein, dans un milieu professionnel, si on est témoin d'une altercation ou d'un problème entre deux collègues, on est supposé aussi informer la hiérarchie. On ne peut pas dire ça ne me concerne pas, je m'en lave les mains. Prévenir des situations, sanctionner les comportements. Là aussi, c'est important. Pas juste dire bon bah c'est pas bien, faut pas le faire. Faut sanctionner. Et puis essayer de mettre en place des indicateurs pour voir ce que les choses, pouvoir mesurer concrètement. Alors, le sexisme ordinaire, c'est par exemple toutes les familiarités de ma petite, ma mignonne, ma jolie, quand on s'adresse à une femme au travail. Bah ça fait partie des agissements sexistes. Et d'ailleurs, ça peut paraître un peu étonnant, mais je peux vous relater le cas d'une jeune architecte, moins de 30 ans, dans un groupe de travail entre architectes qui présente son travail, son projet, et qui reçoit comme appréciation « Ah ben c'est bien ma petite, merci ». Bon, donc pas très contente, mais ne dit rien. Et puis laisse parler ses collègues hommes, elle était la seule femme dans l'assemblée, laisse parler ses collègues hommes, et à celui qui lui avait fait cette remarque, une fois qu'il a eu fini, lui a dit bah merci mon petit. Et alors là, voilà, exactement, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend? Voilà. Personne n'avait remarqué que lui avait dit ma petite, c'était normal, mais qu'elle dise mon petit, alors là c'est plus du tout normal. Voilà, donc réfléchissons à ce genre de choses. Harcèlement sexuel, donc ça c'est vraiment le niveau du dessus, si j'ose dire. Hein, les propos donc imposés de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à la dignité, en raison du caractère dégradant, humiliant. Voilà, dans le but, donc même si c'est pas répété, user de pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc ça peut aller loin. Je voulais juste dire à ce propos-là, il ne faut pas confondre séduction et harcèlement. Le séduction, ça se fait dans le respect, dans la positivité et dans le consentement. Le harcèlement, on ne respecte pas les gens quand on fait du harcèlement. On se fout complètement du consentement et on n'est pas du tout bienveillant. Donc ça n'a rien à voir avec la séduction. Alors maintenant, je passe au fonctionnement organisationnel. En quoi tout ça concerne les organisations? D'abord parce que les organisations sont des organisations genrées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas neutres. Alors, pas forcément, et c'est pour ça que c'est un peu compliqué, pas forcément parce qu'on a décidé un jour ou l'autre de nuire aux femmes, pas du tout. C'est plus subtil que ça. Les organisations ont été, et c'est normal, ça c'est l'histoire, pensées par des hommes pour des hommes.
elles ont été pensées à une époque où il y avait relativement peu de femmes, même si il y a toujours eu des femmes au travail et des femmes dans les organisations, hein, ne serait-ce que les ouvrières, hein, elles ont toujours travaillé, même dans des conditions parfois difficiles. Hein. Relisez Zola et vous vous apercevrez que les femmes, elles ne sont pas arrivées magiquement sur le marché du travail dans les années 60, comme on a tendance parfois à le dire. Hein. Alors, donc ces règles et ces procédures formelles s'appuient sur un modèle idéal qui se veut neutre, mais qui en fait est du masculin neutre, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte le fait que y a d'autres contingences qui peuvent exister, hein, et qu'il y a un modèle de parcours linéaire et qu'on entre dans l'entreprise, on fait son bout de chemin, éventuellement maintenant on en change, etc. Mais rien ne vous dévie de votre trajectoire professionnelle et les règles sont faites pour aller dans ce sens-là. Et il y a aussi des normes informelles de comportement, la disponibilité extensive, notamment quand on est cadre. Hein, et ben on est dévoué corps et âme à son entreprise, on travaille sans compter son temps, hein, on doit réussir, avancer, etc. Un système aussi très français, le présentéisme, hein, même si on n'a plus rien à faire, il faut être là le soir, jusqu'à 8 heures du soir au moins, parce que sinon ça se fait pas, on est mal vu. Si vous allez en Allemagne, peut-être certains d'entre vous y sont déjà allés, à 17 heures tout le monde est rentré, et si vous restez, on vous demande si vous avez des problèmes, si vous n'êtes pas un peu en difficulté dans votre travail. Hein, ça aussi, on pourrait le méditer. Et donc, il y a des impensés, comme par exemple la parentalité. Monsieur Gagne-Pain n'a pas d'enfant, et Madame Salaire d'Appoint a un salaire d'appoint justement parce qu'elle a des enfants. Et d'abord, ce qu'elle doit faire, c'est s'occuper de ses enfants. Donc on voit bien tous ces impensés font que dès qu'on a des petits cailloux dans la chaussure qui font que, on a beaucoup de mal. Alors les choses évoluent et c'est pas pour rien qu'on est en train aujourd'hui de davantage parler de congé de paternité, par exemple. Hein. Et ça, c'est très récent. Alors, un exemple du fonctionnement... dans ces organisations genrées, il y a deux aspects importants à prendre en compte. À la fois les processus RH, c'est-à-dire les règles qui organisent les prises de décision en matière de recrutement, en matière de gestion de carrière. On pourrait toutes les nommer en matière de salaire, de mobilité, de formation professionnelle, de conditions de travail, etc. Et puis aussi le management, puisque c'est le management qui intervient directement dans la mise en œuvre de ces processus RH. En fait, les processus RH donnent le cadre, mais ce sont les managers qui prennent les décisions en respectant les règles énoncées par les RH. Alors, un exemple de ce fonctionnement genré des organisations, on le trouve à travers justement le plafond de verre dont on parlait tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on explique ce plafond de verre? Donc le fait que les femmes ont des difficultés à atteindre les plus hauts sommets de la hiérarchie. On dit souvent, d'abord, les femmes le choisissent. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est contraignant, il faut travailler beaucoup, on l'a dit juste précédemment, hein, beaucoup de grande disponibilité, etc. Les femmes choisissent plus souvent d'avoir plus de temps, notamment pour leurs enfants, etc. Donc, voilà. Et aussi, elles s'autocensurent. Hein, parce que peut-être qu'elles se disent que justement, elles ne seront pas assez disponibles, donc elles aimeraient bien y aller, mais... Et puis souvent... est-ce qu'elles ont vraiment le niveau? Est-ce qu'elles sont vraiment les bonnes personnes? Voilà. Donc ça, c'est les explications qu'on trouve toujours un peu partout. Hein. Et quand on regarde des enquêtes plus approfondies, on s'aperçoit qu'il y a d'autres raisons qui sont peut-être moins évidentes, hein, mais que l'avantage masculin, il se fabrique au quotidien. Hein. C'est-à-dire que le passage à un niveau hiérarchique, c'est pas un jour comme ça, on se réveille et puis on se dit tiens, qui va-t-on promouvoir? Non, ça se construit depuis le début. Hein. Et quand on voit que dès le départ, par exemple, hein, on l'a vu, hein, les femmes ne sont pas dans les mêmes situations d'emploi, elles ne sont pas forcément dans les fonctions les plus, même au début, donc on a vu pas suffisamment d'équipes encadrées, etc. Tout ça, ça fait boule de neige au fur et à mesure. Hein. Voilà. Les horaires extensifs et rigides, malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui, et peut-être qu'on est à un tournant avec le télétravail notamment, on a en France une conception du management qui est quand même un petit peu archaïque,
où on pense que si les gens ne sont pas présents, ils ne travaillent pas. Hein. Et donc il faut être là, il faut montrer qu'on est là, voilà. Bon, ça c'est peut-être en train de commencer à changer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc forcément, ça pénalise les femmes. La faible légitimité du droit au congé de maternité, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais les enquêtes le montrent. Hein. Le congé de maternité, d'abord c'est considéré comme quelque chose de à la limite de la légitimité. Mais comment ça se fait? D'abord, vous allez avoir un enfant, mais il y a eu des cas comme ça. Hein. On avait bien dit qu'on vous embauchait, mais que vous n'aviez pas d'enfant dans les 3 ans. Comment ça se fait que, en gros, vous nous avez trahis, hein, voilà. Et puis un congé de maternité, mais vous vous rendez compte, ah bah oui, c'est 4 mois dans la vie d'une femme qui va travailler plus de 45 ans. Effectivement, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. L'opacité des critères de promotion, beaucoup d'études montrent ça aussi, c'est que finalement, quand il s'agit de choisir de qui on va promouvoir, alors bien sûr c'est la compétition, on pourrait même dire c'est la guerre. Moi j'ai travaillé avec des femmes dirigeantes, elles le disent, de toute façon pour arriver au sommet, il faut se battre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a qu'une place en haut de la hiérarchie, donc il faut se battre. Donc forcément, est-ce que tous les coups sont permis, c'est la question. Et beaucoup d'hommes ont du mal à voir arriver des femmes parce que il faut se battre encore plus. Hein, ça fait encore moins de place pour nous, hein, quand même. Et puis le sexisme ordinaire de l'environnement professionnel. Il y a quand même tout un environnement plus ou moins développé selon les cas, selon les entreprises, mais où la légitimité des femmes est remise en question, où systématiquement il y a des blagues, il y a tout ce qu'on a évoqué sur l'agissement sexiste. Hein, on crée des univers intimidants, hostiles, dégradants, qui donnent pas envie aux femmes, qui leur donnent qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs, hein, parce que comme ça, on reste au chaud entre soi, et puis au moins on n'a pas de concurrence entre guillemets déloyale. Le rôle du management dans tout ça, il est quand même important à tous les niveaux. Hein. D'abord, il y a un rôle d'engagement et d'exemplarité. On est typiquement sur le sujet, sur un type de sujet qui n'évolue absolument pas s'il n'y a pas une prise de position ferme, claire, précise, un engagement de la direction générale de l'entreprise. Les structures dans lesquelles se passent des choses, c'est lorsque, j'allais le dire de façon un peu familière, le dirigeant a mouillé sa chemise. Sinon, c'est des grands principes, mais bon, on a tellement de mal à les mettre en œuvre que il ne se passe pas grand-chose. Donc l'exemplarité, c'est important. Alors ça, c'est surtout pour les personnes, les dirigeants, les cadres supérieurs. Mais les managers de proximité aussi, ils ont un rôle important à jouer. D'abord, ce sont les acteurs clés de la lutte contre le sexisme et le harcèlement. Pourquoi? Parce qu'ils sont au premier rang. Hein, ça se passe dans leur équipe. Hein. C'est à eux de créer un environnement qui soit normal, hein, on va dire, qui ne soit pas hostile, qui ne soit pas intimidant, qui soit respectueux de chacun, hein, des hommes, des femmes et des autres personnes. Hein. On peut parler de diversité aussi sur ces sujets-là. Hein. Et donc, c'est leur responsabilité d'agir parce qu'ils sont garants du sentiment d'équité au quotidien dans leur équipe. Hein. C'est eux qui ont cette responsabilité. Alors bien sûr, c'est pas facile parce qu'il peut y avoir des risques de tension entre des objectifs business, on va dire à court terme, hein, c'est-à-dire on a effectivement de la production à sortir, des services à rendre, de la qualité à mener, des projets à conduire à leur terme, etc. Et mettre en même temps, faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quand même ça va nous prendre du temps. Il faut travailler là-dessus. Moi, j'ai pas le temps. J'ai d'autres priorités. Ça passe toujours après. Hein. Et donc, c'est pas même ceux qui voudraient peut-être agir peuvent être dans des difficultés. Et puis, ils sont aussi, je l'évoquais tout à l'heure, en parlant des accords négociés. Hein. On leur demande de mettre en place des accords auxquels évidemment ils n'ont pas participé, et c'est un peu normal puisque c'est pas leur job, hein, c'est souvent les ressources humaines qui font ça. Mais eux, hein, quand on va mettre par exemple des mesures de shortlist paritaire pour les promotions, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire une shortlist paritaire? Ça veut dire que quand on aura un poste à promouvoir,
on devra proposer 2 dossiers, un homme, une femme, soit 4 dossiers, 2 hommes, 2 femmes, etc., hein, pour que le choix soit possible, de pas systématiquement promouvoir des hommes, hein, mais qu'il y ait donc des listes paritaires. Bon, bah ça, y a des managers qui sont hostiles par principe. Ça se fait pas forcément facilement. Ils n'ont pas forcément voulu ce genre de mesures. N'empêche que c'est à eux de les mettre en œuvre. Et c'est à eux qu'on va aussi demander des comptes, hein. Donc, la situation n'est pas toujours facile, mais ils sont dans cette injonction, ce qui nécessite d'être accompagnés par les services RH. Donc, en fait, mon propos, c'est aussi de dire arrêtons de stigmatiser les uns et les autres, hein, les managers disant les RH sont des incapables, et ça c'est quand même très fréquent dans les entreprises, et les RH disant les managers comprennent rien et ne veulent pas entendre et ne veulent pas progresser. Alors, les rôles sont complémentaires, hein, on l'a dit. Ce sont les responsables RH qui élaborent les règles, mais ce sont les managers qui les appliquent. En matière d'égalité professionnelle, on a des experts de l'égalité professionnelle qui travaillent notamment à la négociation des accords, aux mesures qu'on pourrait mener, etc. Et puis les profanes, c'est-à-dire les managers qui ne sont pas spécialement formés, d'où dans certaines entreprises, je pense à L'Oréal par exemple, où ils ont des programmes de formation systématiques pour tous les managers, régulièrement, tous les ans, tout le monde passe à la moulinette pendant 2 ou 3 jours, hein, donc c'est vraiment quelque chose de très important, de manière à expliquer, faire comprendre pourquoi on fait ça. D'où l'importance aussi des relations entre acteurs. Les études montrent que lorsque les relations sont meilleures, évidemment, entre managers et RH, les choses se passent mieux et on arrive davantage à agir. La lutte contre le sexisme ordinaire, elle est aussi importante pour les deux parties. Il s'agit de sensibiliser, de rendre visibles les phénomènes banalisés. Hein, j'évoquais les commentaires ou les blagues du sexisme ordinaire. Il faut aussi lutter contre la réticence des hommes à participer. Ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup d'hommes ne sont pas d'accord avec des principes qu'on pourrait qualifier peut-être de machistes ou d'excessifs sur la domination des hommes, enfin des femmes par les hommes, mais qui n'osent pas, qui sont mal à l'aise, qui se disent mais comment est-ce que et comment je vais être perçu moi si en tant qu'homme je me mets à défendre l'égalité, hein. Comment on va me considérer? Est-ce qu'on va considérer que c'est normal? Est-ce qu'on va pas plutôt me stigmatiser, hein? Donc on peut comprendre que ce soit pas un engagement spontané, mais c'est une responsabilité partagée, d'autant qu'il y a aujourd'hui aussi des règles et des obligations en termes de violences sexistes et sexuelles. Hein, j'y reviens, c'est quand même aussi aux managers le Code du travail leur impose aujourd'hui de repérer, de signaler s'il y a des problèmes. Les violences sexistes et sexuelles, c'est pas seulement d'un supérieur vis-à-vis d'un subordonné, ça peut être entre 2 collègues, hein, ça peut être à tous les niveaux, et donc là, tout le monde est concerné. Je voulais vous parler rapidement, mais je pourrais répondre à des questions sur le recrutement et la gestion des carrières, hein, comment ça peut se passer, et pourquoi c'est compliqué pour les femmes, parce que l'équilibre travail-famille n'est pas tellement réalisé, hein, notamment la question de la charge mentale, elle porte beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Alors, comment peut-on agir? Je voudrais juste faire un point sur l'action positive, parce que je sais que ça a été évoqué dans le questionnaire qui vous a été proposé. L'action positive, elle est prévue dans la loi, depuis 1983, la loi Roudy. Elle répond au principe de l'égalité des chances. Qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances? C'est pas l'égalité de traitement. L'égalité de traitement, c'est écrit dans la loi. Tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde est égal. C'est même écrit dans la Constitution de 58. Ce sont les principes fondamentaux, hein. Tout citoyen, les citoyens sont naissent libres et égaux en droit, hein. Il n'y a pas de différence de sexe, de religion, etc.
Sauf que ça se passe, ça suffit pas d'avoir une égalité de droit pour avoir une égalité de fait. Donc l'égalité des chances, c'est ça, c'est donner un petit plus pour corriger des inégalités de départ, parce que sinon les inégalités de départ se perpétuent inlassablement. L'action positive, et ça c'est fondamental, elle s'entend toujours à compétences égales. Ça n'a rien à voir avec la situation des quotas aux États-Unis ou en Inde. La question américaine était une question raciale, avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, où il était question, évidemment, de donner les mêmes droits aux Noirs et aux minorités. La loi française sur l'action positive dans le monde du travail s'entend à compétences égales. Donc ça, c'est essentiel. C'est au bénéfice des seules catégories désavantagées, donc c'est pas pour tout le monde. Ça existe depuis longtemps en matière de handicap. La loi de 2005 crée des quotas pour les salariés handicapés et ça a permis d'améliorer l'emploi des personnes handicapées. Les résultats sont significatifs. La loi Copé-Zimmermann, je l'ai évoquée, la féminisation des conseils d'administration. Ça a tellement bien marché que le gouvernement est en train de préparer une loi avec des quotas pour les comités de direction et les comités exécutifs. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est l'égalité des chances. Voilà. Alors, on aurait pu aussi parler de comment faire pour embarquer les hommes, comment faire pour aider les femmes. Et pour conclure, il y a beaucoup de foyers d'inégalité, il y a une discrimination systémique, c'est un effet de système, mais on est dans la période est propice. Il faut peut-être que les hommes abandonnent quelques privilèges. On n'est pas dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que c'est pas parce que les femmes vont avoir des droits équivalents et vont pouvoir bénéficier des mêmes réalités que les hommes vont perdre. Il faut sortir de cette image que ce que les femmes vont gagner, les hommes vont le perdre. Peut-être un peu le pouvoir quand même. Voilà. Mais l'objectif, c'est une société plus harmonieuse et plus respectueuse. Parce que peut-être que tous les hommes non plus n'ont pas envie de jouer ce jeu de la virilité exacerbée pour parvenir au sommet. Certains peut-être oui, mais pas forcément tous. Voilà. Merci de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Michel Delara, je suis chercheur ici. J'ai toujours un souci avec ce type d'exposé, donc je voudrais faire un commentaire puis j'ai une question. Le commentaire, c'est le choix des mots. Il y a des choses qui sont des inégalités, il y a des choses qui sont des différences. On l'a vu, il y a plus d'ouvriers chez les hommes et tout. Donc il y a des... Le deuxième, c'est le mot ségrégation. J'ai été surpris de voir le mot ségrégation au début. C'est connoté quand même, ségrégation. Bon. Ma question, c'est la suivante. Moi, je trouve qu'on balaye, enfin en tout cas vous l'avez fait, avec beaucoup de légèreté les causes. Je m'explique. On est des humains, on est des animaux. Dans tout le règne animal, dans les espèces sexuées, les hommes, les femelles et les mâles sont différents, même en termes de psychologie. Les oiseaux, c'est frappant, quoi. Les oiseaux mâles se baladent sur un lek et les femelles autour regardent. Et donc ma question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que nous, les humains, on aurait échappé à ça? Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que c'est grave qu'on ait des inclinations différentes? Moi, je ne pense pas. En revanche, ce qui est grave, c'est qu'effectivement, si une femme veut accéder à un poste ou à un métier, elle en soit empêchée. Autrement dit, ma question, c'est la suivante. En gros, je ne suis pas en désaccord sur le fond de l'objectif, mais je pense que le diagnostic, à négliger un certain nombre de choses, ne va pas prendre les bonnes méthodes. C'est tout, quoi. Je suis clair sur ma question? Parfaitement, je vous en remercie. Moi, je vais peut-être vous répondre avec les études que mènent les ethnologues sur les sociétés humaines et pas sur les sociétés animales. Et sur les sociétés humaines, on voit que la répartition des rôles entre les hommes et les femmes, elle n'est pas partout comme chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des tribus en Océanie, ça date des travaux de Margaret Mead des années 60, il y a des tribus en Océanie dans lesquelles le modèle masculin, c'est un homme doux, attentif aux autres, et le modèle féminin,
c'est la femme qui est, comment dire... Vous répondre sur ce point précis? Non, je finis d'abord. Qui est assurée, qui a la tête froide, qui n'est pas dominée par ses émotions. C'est juste exactement l'inverse de chez nous. Il y a d'autres tribus en Océanie pour qui l'idéal, c'est le même pour les hommes et pour les femmes. C'est des gens ouverts, doux, sensibles aux autres. Il n'y a pas de plus fort, de moins fort, etc. Donc, on est, je crois, finalement d'accord. Mon propos n'est pas de dire les hommes ceci, les femmes cela. Mon propos est de montrer, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, l'objectif c'est que chacun, chacune, selon son inclinaison, son choix, sa volonté, son désir, ses envies, puisse faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, indépendamment des normes qui lui sont imposées, qu'on soit homme ou femme. Voilà. D'accord. Sur Margaret Mead, je ne vous poserai plus de questions, mais sur Margaret Mead, il y a guère que les gens sont retournés après dans les îles, faire les études, et ils sont aperçus que ce n'était pas vrai. Autrement dit, c'est un des gros canulars des sciences humaines, cette histoire de Margaret Mead. Alors il y a un ouvrage qui vient de sortir sur les sociétés matriarcales, alors que les anthropologues ont dit qu'il n'y avait pas de matriarcat. Mais ça vient je ne l'ai pas encore lu, je viens juste de le recevoir, c'est fait par des Allemandes, et donc c'est intéressant aussi. Voilà. Je vous donnerai les coordonnées. J'avais une question qui est venue à la conférence à Paris Tech, c'est pourquoi dans des écoles qui forment des ingénieurs généralistes, donc des futurs cadres qui vont diriger des équipes, pourquoi on n'a aucune formation des cours, des séances de cours sur comment gérer une équipe et comment gérer ces cas de harcèlement dans nos équipes? Bah, écoutez, je sais pas pourquoi, mais je suis pas la bonne personne, je pense, pour vous répondre. Mais je pense que vous avez raison. C'est des choses qui devraient être systématiques. Mais je pense que voilà. Juste pour répondre sur le vocabulaire, les mots que j'utilise sont des mots qui sont utilisés par les gens qui font des études en sciences humaines et sociales, notamment les notions de ségrégation. Je n'ai rien inventé. Ça fait 30 ans qu'on a des travaux qui sont faits par l'INSEE, qui sont faits par la DARES, ministère du Travail, qui sont faits par le CEREC, je l'ai noté, par différents organismes qui utilisent ce vocabulaire. Donc c'est un vocabulaire qui est admis par les scientifiques. Vous avez le droit de penser qu'il est excessif, mais il existe. Voilà. Donc je laisse Madame, oui. Parce que je pense non, mais d'abord, je voudrais dire que c'est une réalité, puisque à diplôme égal, les jeunes femmes qui sortent de l'école et les jeunes hommes ont une différence de salaire d'environ 1 000 € par mois. D'accord? Non, par an, pardon, excusez-moi, par an. Par mois, ça faisait beaucoup. Oui, par an, excusez-moi. La réalité, et à l'international aussi, la réalité, elle existe, donc il y a une différence. On s'est posé la question de savoir s'il fallait particulièrement former les jeunes femmes qui sortent de l'école à mieux négocier lors de leurs entretiens de recrutement. C'est sans doute une des raisons de cet écart, et dès le début, vous n'en avez pas parlé, mais je pense que c'est induit dans ce que vous avez expliqué aussi. On est en train de réfléchir à la façon dont on peut finalement informer toutes les personnes qui sortent de l'école à rentrer de façon égalitaire dans le monde du travail. Après, je vais vous raconter cette anecdote qui était assez amusante. On parle d'inégalité de salaire suite aux enquêtes des jeunes diplômés au sein du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, responsable d'une très grande entreprise française et internationale, dit « Ah, mais non, mais chez moi, c'est pas comme ça. Hein. Les femmes sont payées autant que les hommes. » Il rentre au siège social et il demande quand même au RH de regarder un petit peu. Et effectivement, il s'aperçoit qu'il y avait des grosses différences. Et donc, à ce moment-là, il met en place un plan pour rééquilibrer en fait les choses. Donc, même si on n'est pas forcément acteur et on va dire complètement responsable de la situation, c'est une situation qui existe et vous l'avez très bien décrit avec les enquêtes et le travail que vous menez. On ne peut pas dire que c'est pas vrai, c'est une réalité, y compris dans cette école, mais aussi dans d'autres écoles, à n'importe quel niveau d'emploi que ce soit. Voilà. On avait préparé un petit questionnaire qu'on vous a diffusé pour vous permettre de vous exprimer sur le sujet. Donc d'abord, je vais vous présenter le profil des sondés. On avait à peu près 60% d'hommes et 40% de femmes. Donc ce qui est quand même, c'est pas les proportions de l'école, mais on était quand même assez content d'avoir des proportions un petit peu plus représentatives.
Bon après, comme on voit, il y a des gens qui ont répondu qu'ils étaient une licorne ou un contempteur des préjugés et des idéologies. Donc je ne sais pas si tout le monde a pris le questionnaire très au sérieux. Enfin, donc si tu veux, on va d'abord parler des inégalités de salaire. Donc vous avez demandé si vous pensiez qu'il existait de réelles inégalités de salaire à la sortie de l'école pour les diplômés de l'école, donc à diplômes égaux. On a eu 73% de oui et 27% de non. Sachant que les hommes étaient plus enclins à pencher pour le choix du non. Pour information, elles existent et on a les chiffres du CA qui sont sortis. Et j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, avec les primes, on est à 11 000 euros par an d'écart en 2017, donc ça fait quasi 1 000 euros par mois. Alors en fait, il y a aussi eu, oui voilà. Et par filière, en fait, les inégalités sont présentes dans toutes les filières, donc c'est pas une question de les femmes s'orientent vers quelque chose qui est plus rémunérateur ou quoi que ce soit. En tout cas, quand il s'agissait de les estimer, les réponses étaient vraiment très variables. Le plus souvent, c'était de l'ordre de 10%, donc à savoir une centaine d'euros, quelques centaines d'euros. Les biais de calcul, donc la question en fait était très large et elle n'a pas été complètement comprise. Mais donc il y avait la réponse que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire et à avoir un petit peu moins d'ambition. Les employeurs qui prennent en compte les potentielles grossesses et donc qui discriminent les femmes par ce biais. Les écarts à postes égaux seraient minimes et en fait ce seraient les écarts de salaire qui proviendraient d'études qui seraient biaisées, donc réalisées sur des groupes qui seraient trop hétérogènes ou bien sur des échantillons non représentatifs. Il y avait des gens qui pensaient aussi que les femmes s'orientaient naturellement vers des milieux moins lucratifs. Les RH qui auraient des comportements sexistes et valoriseraient plus les hommes. Et enfin, le fait que ces primes seraient engendrées, que ces inégalités seraient engendrées directement par les primes. Ensuite, on est passé à la question sur les quotas. Donc, les gens avaient l'air plutôt d'être au courant de l'existence de ces quotas, avec des proportions similaires selon les hommes ou les femmes qui ont répondu. Après, la plupart des gens étaient quand même plutôt contre. Il y avait quand même une majorité une grosse proportion quand même pour. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient indécis ou ne savaient pas se positionner par rapport à ça. Et les 14 qui ne se prononcent pas, c'est des gens qui n'ont pas pris la question au sérieux, donc on n'a pas pu prendre en compte leurs réponses. Qu'en penses-tu? Bon, pour le pour, les gens pensaient que c'était une solution qui était nécessaire, bien que n'étant pas la meilleure des solutions, mais qu'elle aurait au moins le mérite, sur le long terme, donc avec des effets visibles à long terme, de faire changer les mentalités. Et certaines personnes soulignaient l'intérêt pour les hommes dans certains secteurs. Une personne voulait ajouter un quota transgenre et une personne était pour, mais précisant qu'elle était pour dans la mesure où tout le monde était compétent. Donc à vérifier les compétences. Pour le contre, il y a certaines personnes qui allaient un petit peu plus loin dans la réflexion et qui disaient que c'était une forme de discrimination qui allait être dégradante pour celles qui en bénéficiaient, avec notamment des syndromes de l'imposteur qui vont apparaître, qui vont créer des sentiments d'injustice, une nécessité de prouver qu'on est vraiment à sa place, etc. Il y avait des personnes qui pensaient que les personnes devaient être recrutées sur leurs compétences et sur le mérite. D'autres personnes pensaient qu'il fallait plutôt agir en amont, donc favoriser l'embauche des femmes plutôt que de l'imposer et agir dès le collège, le lycée, pour faire évoluer les mentalités. Et enfin, plusieurs personnes, une dizaine de personnes ont qualifié la solution d'absurde, voire stupide. Pour les personnes qui étaient mitigées, donc ça reprend un petit peu les idées précédentes, c'était que embaucher une femme juste pour son sexe, c'est un manque de reconnaissance, et donc ça décrédibilise ses capacités. C'est une bonne solution, mais seulement à court terme. Et enfin, ils pensent que les conseils d'administration devraient être plus représentatifs de la population. Donc ça, on comprend pas trop ce que ça veut dire, puisque de toute façon, dans la population, c'est 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc voilà. Penses-tu qu'il existe des différences entre le management au féminin et le management au masculin? Ça, c'était le dernier axe qu'on avait voulu aborder. Donc là, la moitié des personnes pensent que oui, l'autre moitié des personnes pensent que non, avec des proportions égales, encore une fois, entre les hommes et les femmes. Lesquelles, on leur a demandé de préciser ces différences. Les femmes seraient en moyenne plus douces et plus empathiques, à rechercher davantage le consensus, et les hommes seraient beaucoup plus autoritaires, avec un leadership plus marqué.
Ensuite, les managers femmes sont beaucoup moins écoutés et doivent d'autant plus prouver leur capacité, prouver et apprendre à s'imposer de manière beaucoup plus importante pour affirmer leur position de manager. Enfin, il y avait sur certaines personnes le paradoxe qui ressortait des femmes qui seraient plus dures avec les femmes qui seraient sous leurs ordres. Voilà. Merci. Oui, ça c'était. On n'était pas sûr de vouloir les montrer, mais ça c'est les chiffres de l'école, salaire par genre et par secteur. Donc on voit que le seul secteur où les femmes gagnent plus que les hommes, c'est la construction, le BTP. Ça c'était les niveaux de rémunération. Donc comme je le disais, en 2017, sans prime, c'était à peu près 6 000 €. Et avec prime, c'était 11 000 €. Et ça a diminué en 2018, pardon. Ben, merci à tous pour votre travail, pour la présentation et pour l'étude. Je voulais vous soumettre une question. Je voulais savoir ce que vous pensiez du fait qu'on ne reconnaisse pas comme travail le simple fait de s'occuper de ses enfants, qu'on soit homme ou femme, ou de ses parents quand ils sont en fin de vie. Parce que le fait que finalement ce soit considéré, que ça compte pas dans le PIB, et donc que ce n'est pas du travail, c'est de l'improductivité pure, fait que que vous soyez homme ou femme, bon, plus forcément les femmes au début, puisque voilà, si elles veulent allaiter ou quoi, et plus en fin de vie les femmes aussi, parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes pour s'occuper de leurs parents. À part ce petit biais-là, je dirais, le fait qu'on soit finalement sur du travail gratuit fait que derrière, si on veut rémunérer ce travail, que pour être aide à domicile ou nounou ou que sais-je, du coup, ça automatiquement, ça tire vers le bas le salaire, parce qu'en fait, il y a une espèce de compétition entre un travail gratuit et un travail. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais l'INSEE avait tenté de quantifier la somme du travail gratuit représenté justement par le soin aux enfants, le fait que quand les femmes travaillent à temps partiel, eh bien, la double journée, plus, etc. Et j'ai plus les chiffres en tête, mais la somme globale des heures consacrées à ce travail gratuit, domestique, familial, les jeunes, les plus vieux aussi, etc., était supérieure au nombre d'heures productives travaillées par les gens en emploi. À méditer. Ben oui, et ça c'est un vrai sujet. Alors c'est pour ça que je dis c'est pas un jeu à somme nulle, parce que en fait, et on est en train de commencer, je pense, à évoluer, j'espère, sur ces questions avec notamment les congés de paternité. C'est le président Macron qui avait balayé ça d'un revers de main en disant c'est pas possible, ça coûtera trop cher de rémunérer le congé paternité. Mais si on commençait déjà par rémunérer 1 mois de congé de paternité au moment de la naissance d'un enfant, eh ben ce serait intéressant de mesurer les effets par la suite. Vous avez parlé au début de votre exposé des différences de taux d'activité entre les hommes et les femmes, et notamment de leur variation en fonction du nombre d'enfants et des enfants en bas âge. Est-ce que vous pensez, enfin vous en avez parlé un peu du coup, mais est-ce que vous pensez que mettre en place un congé un congé post-natal égal entre les femmes et les hommes, voire le rendre obligatoire, aurait un impact sur ces chiffres ? Moi, je pense qu'il faut, et je suis pas la seule à le dire, aujourd'hui, on est arrivé à un point où, si on ne raisonne pas pour l'ensemble de la société, et donc sur la répartition des rôles féminins, masculins autour de la parentalité, on n'y arrivera pas. Alors certes, les femmes allaitent, mais à ma connaissance, aujourd'hui en France, les femmes allaitent pas pendant des années. Ça dure quelques semaines, au pire quelques mois pour un tout petit nombre de personnes. Donc on ne peut pas mettre ça dans la balance. En revanche, il y a des études qui montrent que il faudrait même donner un congé au père, par exemple, mais lorsque la mère aurait repris le travail, de façon à ce qu'il soit tout seul à s'occuper du bébé, parce qu'il créerait des liens particuliers avec l'enfant à ce moment-là, qui auraient des effets par la suite. Donc en fait, ce serait déjà bien d'avoir un vrai congé paternité qui peut être pris au moment de la naissance et du coup en même temps que la maman, mais on pourrait très bien aussi imaginer un congé paternité
qui permettrait finalement à la mère de reprendre son travail, à l'enfant de ne pas être tout de suite confié à un mode de garde si c'est son père qui s'occupait de lui. Bon, ça c'est un peu utopique, mais pourquoi pas? Les études montrent que là, il y a un lien qui se crée, et après, il y a un beaucoup plus grand partage des tâches, et on n'est plus dans Monsieur Gagne-pain et Madame salaire d'appoint, surtout dans les couples à double carrière. Je voulais revenir très rapidement sur la liste que vous avez faite tout à l'heure des freins pour le salaire des femmes. Je voulais savoir si quand vous mettiez que les horaires rigides et trop longs étaient un frein pour l'égalité des salaires, est-ce que vous entendez par là que il y a vraiment une différence de perception de ces horaires entre les hommes et les femmes, ou si c'est juste objectivement en ce moment dans notre société, c'est comme ça que ça se passe? Oui, alors c'était pas sur les salaires, hein, c'était pour les évolutions de carrière, hein, voilà. Mais la question reste pertinente. Alors ça touche plus directement les femmes, mais ça concerne aussi les parents qui sont en mode de garde partagé, par exemple. Hein. Et donc là aussi, les études montrent, et les personnes elles-mêmes, quand elles sont enquêtées, elles n'ont pas toujours la possibilité de rester le soir, faire de la présence, parce que ça, encore une fois, c'est bien français. Il faut être là, pas forcément pour travailler, mais pour récupérer les bonnes infos. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des entreprises qui ont créé des réseaux de femmes, par exemple. C'est pour essayer de compenser ça, c'est-à-dire que quand on a à exercer des responsabilités familiales et domestiques, et comme le disait monsieur, il y a de plus en plus la prise en compte des parents âgés, de la dépendance, etc. Ça, c'est une chose dont on parle moins, mais les femmes, elles ont le début de la vie et la fin de la vie, et c'est aussi sur elles que les responsabilités reposent souvent. L'idée, c'est que si on est confronté à ça, on n'a pas le temps d'aller faire un after après le travail, parce que il faut assumer. Et les enquêtes, toutes les enquêtes le montrent. Hein, j'ai montré un petit schéma un peu humoristique sur la charge mentale, mais les statistiques de temps familial et domestique, on différencie les deux, sont très en défaveur des femmes. Hein, voilà. Donc forcément, l'organisation du travail, si on avait des organisations plus respectueuses de la parentalité, qui reconnaissent que quand on part à 18h, votre chef vous dit pas « Ah tiens, tu prends ta demi-journée », voilà, et aussi pour les hommes, hein, et que les hommes aient le droit de prendre un congé parental s'ils le veuillent, sans être blacklistés, puis ensuite que leur carrière soit mise de côté sous prétexte que... Enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui doivent être repensées et revues pour, encore une fois, pour le mieux-être de tout le monde, de la société dans son ensemble. Je pense que voilà, beaucoup de jeunes et beaucoup de pères aimeraient bien probablement s'occuper de leurs enfants, et beaucoup de jeunes aimeraient bien aussi partager des choses avec leur père. Merci. On va peut-être passer à la dernière question. Oui, vas-y. Je voulais revenir sur l'histoire dont vous parliez que pour les promotions, il faut avoir maintenant un dossier homme et un dossier femme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce qu'on fait la distinction donc, des individus en fonction de leur sexe, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la distinction en fonction, par exemple, de leurs origines sociales, sur le fait qu'on pourrait on pourrait prendre tel pourcent d'enfants, d'ouvriers, tel pourcent d'enfants de cadres, et est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à faire des distinctions comme ça, on arrive un jour à des trucs beaucoup moins acceptables, comme faire une distinction sur les religions ou sur les couleurs de peau pour mettre en place des quotas? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. D'abord, on n'est pas obligé. Ça, ce que j'ai évoqué, ce sont certaines mesures qui ont été négociées dans certaines entreprises, dans certains cas. Hein, il ne s'agit pas, c'est pas une loi, c'est pas une mesure obligatoire, etc. À quoi ça sert, ce genre de choses? Ça sert à obliger les hiérarchies à se poser la question, de se dire, j'ai une promotion à faire, donc, systématiquement, je promeus X, monsieur X. L'obligation, c'est de réfléchir et de dire, voilà, à compétence égale, je répète et je répète, à compétence égale, est-ce que j'ai quelqu'un qui pourrait prendre le poste?
Et oui, il est possible que Madame Y, elle puisse. Donc je ne vais pas systématiquement prendre Madame Y, mais je vais proposer Monsieur X et Madame Y. Donc là, je ne suis pas dans le quota, je suis simplement dans la shortlist paritaire. Et si je n'ai pas, j'explique pourquoi je n'ai pas. C'est-à-dire que dans ces accords-là, on dit, effectivement, il n'y a pas de dossier de femmes équivalent en termes de compétences qui pourrait prendre le poste. Et donc j'explique pourquoi je ne mets pas de dossier de femmes. Mais je me suis posé la question. La question, elle est là, c'est de réfléchir, essayer de penser avec les yeux un peu de l'égalité dans toutes les situations de la vie courante. Posez-vous, et dans l'entreprise, vous n'y êtes pas encore, mais voilà. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si je raisonnais égalité homme-femme? Pour éviter de reproduire sans réfléchir toujours et toujours et toujours les mêmes schémas. C'est ça l'enjeu. On n'est pas sur effectivement la religion, là. Je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'il y ait plus de gens d'origine sociale, machin, mais on n'est pas dans les quotas, on est à compétences égales. Et à compétences égales, pourquoi on regarde les hommes et les femmes? Parce que les femmes, elles n'arrivent pas en haut. Donc peut-être qu'un jour, quand on sera tous arrivés à égalité, peut-être qu'on essaiera, je ne sais pas, enfin on verra ce qu'on fait d'autre. Mais c'est pas la même, l'inégalité femmes-hommes, elle n'est pas de même nature que l'inégalité religieuse, que l'inégalité raciale, etc. L'inégalité femmes-hommes, elle traverse toutes les autres inégalités. C'est pas la même chose. On n'est pas dans la même nature de entre guillemets différence. Excusez-moi, ici, s'il vous plaît, en bas. Ah pardon, excusez-moi. Juste une question courte. Qu'est-ce que vous pensez d'une mesure comme l'anonymisation des CV, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Parce qu'en plus, ça pourrait éviter d'autres types d'éventuelles inégalités, parce que là, pour le coup, il n'y aura aucun moyen de savoir si c'est une femme ou un homme qui candidate, ou même l'origine ethnique ou sociale. Alors ça a été mis dans la loi de 2006, ça a été expérimenté et ça a été abandonné. Parce que le problème, c'est qui anonymise? Comment vous anonymisez? Si vous êtes un employeur, vous recevez un CV. En général, vous êtes RH quand vous recevez les CV. Comment vous faites pour l'anonymiser puisque déjà vous l'avez sous le nez? Oui, mais alors justement, envoyer un CV anonyme, oui, alors, et après, comment on fait pour vous convoquer? Les expérimentations montrent que ça n'a pas été satisfaisant. Ça a été expérimenté, ça a été abandonné. Il y a beaucoup d'études qui ont porté là-dessus. Vous pouvez vous documenter si ça vous intéresse. Mais c'est malheureusement pas une bonne idée. Ça n'a pas, en tout cas, atteint les espérances qu'on avait. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous que, enfin voilà, c'est une difficulté. Ouais. Merci beaucoup Frédéric, merci.